Merci beaucoup Naïma et merci beaucoup à toutes et tous de partager avec nous ce qui, au fond, dans notre esprit à la Fédération, est le premier acte, la première pierre de la constitution d'un espace qui se veut un espace d'action écologique à partir des personnes en situation de pauvreté et de précarité et de celles et ceux qui les accompagnent dans les associations, les directions, les travailleuses, travailleurs sociaux et les bénévoles. Et qui sont celles et ceux, vous qui êtes là ce soir dans cette première discussion, et pour des raisons assez simples, mais dans lesquelles nous avons envie d'entrer plus en détail avec vous ce soir, qui sont d'abord qu'évidemment les bouleversements du climat et de la nature sont d'ores et déjà bien présents pour toutes et tous, que il frappe très directement et plus durement les personnes en situation de pauvreté et de précarité, que nous voyons toutes et tous que les réponses à apporter doivent être construites à partir et avec les personnes en situation de fragilité et de précarité, sauf à aggraver encore les inégalités et les difficultés, et parce que notre conviction, c'est que celles et ceux qui sont en situation de pauvreté et de précarité ont un savoir, une légitimité, une expertise à porter dans le cadre de ces combats dans la transition écologique, la transformation écologique sont des termes sur lesquels nos intervenantes pourront certainement nous préciser les choses. Alors, nous avons la chance, et je les en remercie vraiment beaucoup, d'avoir pour lancer cette réflexion collective trois des meilleurs spécialistes de cette question. Et je trouve que vraiment je veux les en remercier. Laurence Tubiana, qui est la présidente de la Fondation européenne pour le climat, qui est aussi l'architecte des accords de Paris de 2015 pour le climat, qui a aussi coprésidé la Convention citoyenne pour le climat, et qui donc pourra nous faire part de ses analyses et de son regard sur ces questions-là. Nous avons également Selma Mahfouz, qui est là avec nous, et Selma est la co-auteure en 2023 avec Jean Pisani-Ferry d'un rapport qui est un rapport de référence sur les incidences économiques de l'action pour le climat, qui est vraiment le rapport qui fait référence en matière d'évaluation des besoins et des politiques publiques en matière de transformation écologique. Et puis Maëlys Dupont, Maëlys qui est sociologue, qui est à la fois une actrice de terrain à travers ses travaux comme sociologue, que moi j'ai eu le plaisir de croiser avec Bruno Latour, dont elle a partagé les réflexions, et qui a aussi fait un passage dans l'administration au ministère du Travail sur des questions notamment d'emploi en lien avec la transition écologique, et qui est maintenant membre de la FAS, où elle est porteuse avec Nathalie Latour de ce grand projet en matière de transformation écologique. Voilà, ce que je vous propose, c'est que nous entendions d'abord Laurence, que vraiment je remercie beaucoup de prendre le temps de ce travail avec nous, et puis ensuite nous entendrons Selma, Maïlis, et la parole sera à vous, selon les modalités que Naïma vous a indiquées pour poursuivre ensemble. Laurence, nous t'écoutons. Merci Pascal, merci Naïma de cette invitation. Euh, J'étais très intéressée par commencer cet échange avec vous parce que depuis peut-être ce moment de la Convention citoyenne pour le climat dont j'étais amenée à présider, à co-présider avec Thierry Pêche le comité de gouvernance, et puis pour tout ce que je fais à ECF, à la Fondation pour le climat, je vois de plus en plus à la fois l'énergie dans la société et la nécessité de porter ces idées au niveau politique et où ça n'est pas entendu. Et donc il y a quelque chose à résoudre là que je voudrais je voudrais discuter avec vous. Donc moi j'ai trois messages simples, hein. La première chose, c'est que la crise climatique est une crise sociale d'abord. Le second, c'est que si la transition écologique n'est pas juste, elle ne pourra pas arriver. Au contraire, elle va générer conflit et colère. Et elle sera un élément, pas le seul bien sûr, mais un élément de division encore plus grand. Et le troisième, et qui est le message auquel je crois le plus, qui est que la transition écologique, elle a besoin d'être construite dans un cadre démocratique, que ça peut même être une manière de refonder le commun et la démocratie en France, mais évidemment pas du tout seulement en France. Alors, la crise sociale, vous la connaissez.
Il y a plus de 9 millions de pauvres en 2024. Ça n'a pas cessé d'augmenter. Il n'y a qu'à regarder les queues devant les soupes populaires. Depuis 2000, ça ne cesse pas d'augmenter. C'est quand même vraiment impressionnant que ça ne cesse pas d'augmenter. Je trouve qu'on devrait toujours se demander ça. Il y a 330 000 personnes sans domicile, selon vous. Et puis, il y a 8 millions de personnes en insécurité alimentaire en France. Donc, bon. Or, cette crise climatique, elle est majeure. Elle touche beaucoup plus durement les politiques les plus vulnérables. C'est vrai en France, c'est vrai dans le monde entier. Deux exemples marquants, la crise d'accès à l'eau. En France hexagonale, et c'est encore pire en Outre-mer, il y a 1,4 million de personnes qui ne bénéficient pas d'un accès à l'eau géré en toute sécurité. Aggravé par la crise, en cas de forte chaleur, l'accès à l'eau devient une question vitale, notamment pour les personnes les plus mal logées, les personnes sans domicile fixe et les voyageuses et voyageurs exilés, exilés. Et c'est donc, on manque d'eau pour ces personnes, d'eau potable. La crise du logement, selon l'ADEME, la précarité énergétique touche en France 7 millions de personnes, 26 millions d'Européens qui vivent dans des logements mal isolés et mal aérés. Vous vous rappelez d'ailleurs sans doute, lorsqu'il y a eu la crise énergétique de 2022, l'effort du gouvernement pour montrer qu'il fallait être raisonnable et ne pas chauffer sa maison à plus de 19 degrés, la colère dans les foyers en disant, si vous saviez vous pouvez on serait bien content d'arriver jusqu'à 19 degrés chez nous. Et donc, il y a cette perception, cette non-perception dans la pauvreté énergétique, dont heureusement d'ailleurs, hein, un certain nombre d'associations dont les vôtres se préoccupent très activement. Bon, il faut aussi penser que cette transition écologique, ou elle est juste, ou elle sera juste, ou elle ne sera pas. Euh, il y a un chiffre qui m'obsède ces jours-ci, que je répète, et pardon si vous étiez dans une réunion où je l'ai déjà dit, mais il y a 1% des personnes les plus riches qui ont une empreinte carbone aussi importante que 66% des plus pauvres dans le monde. 66% de la population mondiale dans les revenus, c'est-à-dire 1% émet autant de gaz à effet de serre, contribue autant au gaz à effet de serre à la crise climatique que 66% du reste de la population mondiale. Alors quand on voit ça, on se dit si effectivement la transition écologique n'est pas juste, mais c'est pas possible, quoi, c'est pas acceptable. Et on l'a vu particulièrement dans des exemples. Lors de la canicule de 2003, le département le plus sévèrement touché après le Val-de-Marne, il y a eu une surmortalité de 171%. C'était la Seine-Saint-Denis avec une surmortalité de plus 160%, et c'est le département le plus pauvre de France. Rappelons-nous les Gilets jaunes. Une politique de fiscalité carbone mise en place en France complètement injuste socialement. En proportion de leurs revenus, les 10% les plus pauvres devaient payer 4 fois plus de taxes carbone que les 10% les plus riches. Et en rappelant que le kérosène n'étant pas taxé, quand on prend l'avion, c'est quand même pas le cas de la majorité de la population, eh bien on n'est pas taxé pour le carbone, ce qui est une injustice encore plus grande. Outre-mer, c'est encore pire. Pouvoir d'achat en Martinique, par exemple. Milliers d'Antillaises et d'Antillais n'ont pas accès à l'eau potable en Guadeloupe ou en Martinique. Et encore, quand ils ont accès, elle est polluée, très polluée au chlordécone. Crise climatique qui menace la plupart des activités économiques en Outre-mer. Donc, si on n'intègre pas ces enjeux de justice dans les politiques climatiques, en évitant à tout prix ces politiques climatiques, il faut penser la justice sociale avant de les mettre en place. Ça ne peut pas être une résolution comme on fait aujourd'hui ex post. On met une taxe carbone et peut-être on va commencer avec un chèque énergie. Non, il faut commencer par poser les principes, les outils de la justice pour savoir comment répartir l'effort. Et alors, quand on fait le 1%, 66%, on voit sur qui on devrait faire porter l'effort avec efficacité climatique de surcroît. Alors, mon troisième point, c'est qu'il nous faut un cadre démocratique, au niveau international d'ailleurs, au niveau national, local. Mais ce qui est vrai, c'est que les premiers concernés doivent être au centre. Je prends l'exemple de l'accord de Paris. S'il n'y avait pas les pays les plus pauvres et les plus vulnérables, on n'aurait jamais eu l'accord de Paris. On aurait eu un accord beaucoup moins ambitieux, présenté d'ailleurs et proposé effectivement hein, par les États-Unis et la Chine, qui ne mettaient pas d'objectifs quantitatifs de réduction des émissions, qui ne voyaient pas les émissions de long terme. Et évidemment, quand on se met entre pays riches, on essaye de limiter les dégâts, c'est-à-dire de faire le moins possible, alors que c'est évidemment les pays les plus pauvres qui sont en première ligne. Alors, au niveau national, je trouve formidable ce qui est en train de se passer.
j'ai deux exemples très différents avec lesquels j'ai eu le plaisir et enfin, le privilège de travailler. Premier exemple, Banlieue Climat, qui est une association montée il y a 2 ans seulement par des jeunes des quartiers de Cergy, de Seine-Saint-Denis, de Mulhouse, de Strasbourg, qui se sont dit, mais après tout, nous, dans les quartiers, enfants d'immigrés de la deuxième génération, un peu partout dans le monde d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on ne parle que de police et d'intégration? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas parler des problèmes du monde? Nous aussi, on est des citoyens comme les autres et on veut devenir citoyens et actifs. Ils ont créé une formation tout seuls qui a formé l'année dernière 400 jeunes. J'ai eu le plaisir incroyable, parce que je suis la marraine de cette association, de délivrer le diplôme. 400 jeunes qui ont passé un an à différents moments de leur vie, puis un long stage, entre 16 et 18 ou 19 ans, à travailler sur le climat et à être tellement convaincants. Et puis évidemment, pour le casting, c'était bien, que beaucoup de députés ont voulu recevoir une formation de la part de ces jeunes. Bon, c'était plus pour la photo, je dois dire, que par conviction profonde, à mon avis. Mais vraiment, banlieue climat et poursuite de l'exercice, faisant le lien entre éducation populaire et éducation à l'environnement, ils ont créé à Saint-Ouen une école dont je suis aussi la marraine, dont je suis très fière, là je me vante là. Mais c'est tellement extraordinaire de voir ces jeunes poursuivre cette prise en main de leur citoyenneté et de parler au nom de leur droit à parler du monde. Et donc, il propose des choses très intéressantes. Et après tout, c'est ce que j'avais vu à la Convention pour le climat. Autre exemple, les maires ruraux de France. Vous savez, on dit toujours, les maires ruraux sont contre l'environnement, hein. Les ruraux sont contre l'environnement, c'est bien connu. Eh bien, cette association, elle fait des choses formidables, comme implanter des éoliennes dans les territoires ruraux, avoir des, des- des projets d'énergie citoyenne, et de complètement repenser la manière dont on gère leur commune et pour faire mentir cet adage que la droite et l'extrême droite n'arrêtent pas de dire. Donc, bien sûr, les ruraux sont contre l'environnement, c'est une imposition des quartiers bourgeois de Paris. Enfin, les quartiers bourgeois de Paris, ils ne sont pas non plus tellement pro-environnement, en fait. Et puis, mouvement de jeunesse MRJC, très actif aussi sur les enjeux climat, encore une des seules structures hein, intermédiaires qui restent parfois dans certains secteurs. Et je dois dire que la Convention citoyenne pour le climat, pour moi, ça a été une expérience aussi marquante que les accords de Paris, que la négociation des accords de Paris. De voir 150 citoyens se prendre la tête, travailler, débattre pour proposer 150 mesures à la fin, alors qu'ils n'y connaissaient rien au début, et avec une sophistication de réflexion parce qu'ils pensaient justice sociale avant politique climatique. Bon, ces 150 propositions ont d'ailleurs été la plupart du temps enterrées. Donc, il me semble que la société civile doit être au cœur des prises de décision, que tous les acteurs de terrain doivent prendre en charge cette réflexion à leur façon, à partir de leur expérience, de leur pratique, mais aussi de leur théorie du changement. Et il ne faut pas juste dire, ben, on va parler que de notre pratique. Non, vous pouvez, c'est aussi extrêmement utile et nécessaire que vous parliez de la transformation de la société à partir de votre pratique. Et je pense à ce qu'on fait avec la Fondation Abbé Pierre ou le Secours catholique. La Fondation Abbé Pierre, ce justement maintenant, enfin ça s'appelle plus Abbé Pierre, je crois, ça a changé de nom. Mais enfin, ils font l'enjeu de défendre les plus précaires dans un cadre pour essayer de se donner un cadre de réflexion de politique publique, et c'est complètement légitime. Donc, moi, j'ai l'impression qu'avec vous, on est quand même sur la même longueur d'onde. Dans votre rapport 2023, vous portiez une définition de la transition écologique que je partage, une transformation radicale, démocratique de notre société, visant à assurer tant la soutenabilité écologique de cette dernière qu'une réponse digne et suffisante aux besoins de tous et de toutes, et l'émancipation de chacun et de chacune. Bon, moi, je signe. Voilà, c'est ma contribution ce soir. Merci beaucoup, Laurence. Merci beaucoup d'avoir posé comme ça des éléments plus précis sur la transformation écologique juste à partir notamment de l'action de la société civile, des associations, des personnes concernées dans les quartiers et dans le monde rural. Selma, est-ce que tu veux poursuivre notamment sur base du rapport que tu as produit l'année dernière et d'autres éléments de la réflexion collective autour de ça?
Oui, merci d'abord pour l'invitation et pour l'opportunité de cet échange. Alors, je suis évidemment en accord très très grand avec Laurence, avec ce que vient de dire Laurence, donc je vais essayer de pas répéter, même si forcément il y a des choses qui se recoupent en partie. Peut-être un premier point en introduction, je voudrais expliquer pourquoi, de mon point de vue, euh, la question du financement de la transition euh, occupe autant les esprits et pose autant de problèmes, parce que c'est quelque chose, on parle des dizaines de milliards nécessaires pour financer la transition, des 1 000 milliards au niveau mondial, mais moi, enfin, il me semble qu'une des raisons importantes à avoir en tête, c'est que les solutions, les investissements décarbonés, les véhicules électriques, les pompes à chaleur, etc., ça coûte encore un peu plus cher que leurs alternatives carbonées, que les véhicules thermiques. Mais surtout, les questions de financement de la transition, elles posent problème parce que, au niveau global, je dirais, parce que tout ce changement, on ne le fait pas pour des motivations économiques, en fait. Et je pense que ça, il faut bien avoir en tête qu'une des raisons pour lesquelles on a besoin de politiques publiques, on a besoin d'incitation, c'est que spontanément, l'économie, il n'y a rien qui inciterait les mécanismes économiques à faire ces investissements, parce qu'après tout, on les fait juste pour réduire les émissions, parce qu'on décide collectivement. Et donc, alors, on peut chercher à susciter ces changements, mais je crois que c'est important d'avoir en tête que voilà, c'est pas quelque chose qui se fait spontanément. On a à investir, on a à changer des modes de vie parce qu'on est obligé de le faire. Mais finalement, dans les mécanismes qui existent, qu'ils soient démocratiques ou économiques, il n'y a rien qui oblige à ça. Donc il faut tout réinventer pour que ça se fasse. Ça ne se fait pas spontanément. Euh, alors après, premier point, mais c'est un peu ce qu'a dit Laurence, la transition spontanément, elle est assez inégalitaire. Euh, enfin, on peut le résumer en disant que le changement climatique on risque de pénaliser des groupes qui sont déjà vulnérables et qui en plus émettent le moins. Bon, c'est un peu ce que tu as dit, Laurence, hein. Euh, les effets du changement climatique eux-mêmes, ils touchent de façon très inégale les gens selon là où ils habitent, dans une localisation inondable ou pas, selon le risque de gonflement des argiles, retrait-gonflement des argiles, pareil, est très inégalement réparti. Et évidemment, les gens, selon la capacité qu'ils ont à s'adapter à ça, parce que on est inégalement affecté par le risque climatique, mais après, on a clairement des capacités à s'adapter très différentes. Ça, c'est le premier point. Comme tu l'as dit aussi, la contribution au changement climatique elle-même, elle est aussi très inégalement répartie. Les ménages les plus riches émettent plus. Alors, c'est vrai au niveau mondial, et tu as insisté. Au niveau national, moi, l'exemple que j'aime bien, c'est dire que les émissions des 10% les plus riches qui prennent l'avion, enfin, les émissions liées au fait que au déplacement en avion des 10% les plus riches sont à peu près l'équivalent des émissions de l'ensemble des déplacements des 10% les moins riches. Donc, voilà, les seuls déplacements en avion des plus riches au niveau national. Donc, les plus riches émettent plus parce qu'ils consomment plus, parce qu'ils ont des modes de vie qui émettent plus. Et puis, la troisième inégalité, euh, c'est que, j'ai un petit peu dit en introduction, les biens, les alternatives, hein, enfin, ce qu'il faut faire pour réduire ces émissions, hein, donc avoir un véhicule électrique plutôt qu'un véhicule thermique, avoir une pompe à chaleur plutôt qu'une chaudière au gaz, hein, etc. Ça coûte cher et ça coûte plus cher qu'avoir une chaudière au fioul au gaz et que c'est pas accessible tout simplement, comme Laurence l'a dit, aux plus modestes. Pour donner un peu des ordres de grandeur là-dessus, dans le rapport, on avait calculé que changer de chauffage et rénover son logement, c'était plus de 2 ans de revenus pour les 20% les moins riches. Un véhicule électrique, c'était aussi plus de 2 ans de revenus pour les ménages des deux premiers, des 10-20% les plus pauvres. Mais même pour la classe moyenne, hein, même pour les ménages du milieu de la distribution des revenus, c'était plus d'une année de revenus pour le logement d'un côté et un véhicule électrique de l'autre.
Euh, et les bénéfices qui sont associés à tout ça, ils ne sont pas évidents. C'est-à-dire que, comme je disais, il y a des économies à l'usage d'un véhicule électrique et d'une pompe à chaleur, mais en face, pour se déplacer, un vieux véhicule diesel, ça fait le job. Et donc, c'est pas du tout. Et donc, pour moi, il n'y a pas de. Enfin, j'aime pas du tout ce terme de problème d'acceptabilité des politiques climatiques ou de la transition. Je crois qu'il y a juste un problème d'accessibilité. C'est pas accessible, les alternatives, c'est pas accessible à une partie de la population. Il y a des cartes très jolies dans le rapport qu'on avait fait aussi. On avait regardé les ZFE, les fameuses zones à faible émission. Dans la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et la métropole de Marseille, en regardant un petit peu où étaient les fortes concentrations de véhicules critères 3, 4, 5 et au-delà, donc les véhicules qui sont très polluants et interdits dans les zones à faible émission. Et puis, on avait en regard la carte, quand c'était vert, il n'y en avait pas beaucoup, quand c'était rouge, il y en avait beaucoup, et en regard la carte sur les différentes sous-zones des revenus médians. Et les deux se superposent, mais c'est vraiment très, très impressionnant. Alors évidemment, on a Seine-Saint-Denis, et puis une partie de la Seine-et-Marne, enfin, pareil du côté de Lyon et de Marseille. Donc, enfin, voilà, ces cartes disent tout de l'inégale exposition des populations selon leur niveau de revenu à ce genre de réglementation. Alors, il faut quand même avoir en tête, et je pense que c'est important dans le débat, c'est que les inégalités face au changement climatique, elles ne sont pas liées que au niveau de revenu, ça serait trop simple. À un même niveau de revenu, il y a aussi beaucoup d'inégalités selon le type de logement, selon le type de commune dans lequel on habite, selon l'âge. Quand on regarde les écarts d'émissions qui sont entre ménages, qui sont expliqués par les écarts de revenus, c'est seulement 12% des écarts d'émissions qu'on arrive entre ménages, qu'on arrive à expliquer simplement par le revenu. Donc il y a beaucoup d'autres critères et énormément au sein d'une même tranche de revenus, les émissions elles bougent dans tous les sens en fait. Donc ça complique encore les choses. Alors une fois qu'on a dit ça, nous on avait essayé de poser un peu dans le rapport les conditions d'une transition juste. Et je vais développer un petit peu, mais bon, on avait dit qu'il fallait une égalité des sacrifices individuels. Enfin, il faut que tout le monde fasse des efforts. C'est hors de question que certains puissent s'exempter simplement parce qu'ils peuvent payer plus des efforts et des sacrifices, même puisqu'on parlait en ces termes. Et aussi, la deuxième condition, c'est que le besoin de rendre accessibles les solutions de transition aux ménages les plus modestes, de notre point de vue, conditionnait un niveau d'effort public important. Alors, en ce moment, vu l'état des finances publiques, autant vous dire que c'est encore plus inaudible que l'année dernière, mais l'ampleur et les critères de soutien public aux ménages sont vraiment les conditions d'une transition juste. Ce qui est important à avoir en tête, c'est que quand on regarde le soutien, le degré de soutien aux politiques climatiques par les ménages dans des études qui ont été faites par le CDE notamment, la justice des politiques climatiques conditionne le degré de soutien à ces politiques bien plus que il ne faut pas juste qu'elles soient efficaces pour que les gens les soutiennent, il faut qu'elles soient justes. Et le fait qu'elles soient perçues comme justes conditionne d'autant plus le soutien à ces politiques climatiques. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, moi, j'avais envie d'ouvrir aussi la discussion sur, comment dire, la nécessité de participation de tous à cette transformation, et un petit peu comme l'a dit Laurence, mais avec l'idée aussi que, donc je ne veux pas être un petit peu utopiste, mais de façon générale, on a des nouveaux modes de vie à inventer, on a un nouveau fonctionnement de l'économie à inventer, on a une nouvelle définition de ce que c'est que le progrès social à inventer. Et on le voit bien d'ailleurs sur des choses, sur des choses qui
pouvoir manger de la viande pendant longtemps, ça a été un progrès pour les gens, un progrès, une sécurisation sociale. Pouvoir prendre l'avion, c'était des critères de progrès. Bon, si manger de la viande rouge et prendre l'avion, on doit le faire moins, ça veut dire qu'il faut réinventer tout ce qui est les repères de progrès social. Je pense que dans les sociétés, on a besoin d'avoir quand même collectivement une vision qu'on n'est pas, qu'on va pas vers des choses qui sont toujours progrès, pas au sens forcément économique, mais progrès vraiment social, vers quelque chose dans lequel on peut se projeter. Et ça, d'une certaine façon, c'est absolument indispensable que ça soit fait avec tous. Comme Laurence l'a dit, les plus précaires sont sobres déjà. Donc la sobriété, d'une certaine façon, et le recyclage et les budgets de référence, on a commencé à les définir pour les plus précaires. Donc aujourd'hui, le CNLE, l'ADEME et le CREDOC travaillent sur des budgets de référence verts, mais d'une certaine façon, j'aurais envie de dire, ces budgets de référence verts, ils devraient servir de référence à tous. C'est-à-dire que ces modes de vie, aujourd'hui, on a énormément d'inégalités, et dans un monde où le progrès social va être forcément moins matériel, et forcément où ça va pas être forcément manger le plus de viande rouge et prendre le plus possible l'avion, ce qui fait que collectivement, on a quand même une capacité à se projeter. Il est absolument non seulement indispensable, mais c'est presque voilà, c'est quelque chose qu'il faut réinventer tous ensemble, vraiment tous ensemble. Pas seulement parce que c'est utile à l'adaptation et à l'atténuation d'avoir plus de justice sociale, mais euh, parce que vraiment ça implique tout le monde, et si on ne redéfinit pas avec tout le monde, euh, pour finir sur une note positive, ça peut être aussi une occasion de réduire les inégalités matérielles qui existent à partir du moment où on se projette dans un monde qui n'est pas que matériel. Merci beaucoup, Selma, et d'avoir continué à articuler, à joindre exigences de justice sociale et écologique, et d'avoir insisté sur le volontarisme nécessaire pour que les choses changent. euh, et d'être venu sur les modes de vie. Je pense que ça fait un lien avec ce que Maïlis va pouvoir partager avec nous. Je remercie au passage Tristan d'avoir mis à disposition de tout le monde, à la demande de Florence, sur le chat, les références de ton rapport avec Jean Pisani. Et Maïlis, nous t'écoutons pour poursuivre à la fois sur ces différents aspects et la manière dont nous entendons et dont tu entends auprès de Nathalie ouvrir cet espace de transformation écologique juste au sein de la fédération. On t'écoute. Merci Pascal et merci à tous. Merci Nathalie, merci à la FAS d'avoir ouvert cet espace de recherche et de réflexion et d'action sur ce champ qui est complexe, faut pas le minorer, mais autour d'une conviction partagée et qu'on partage avec d'autres, hein, bien entendu, dans et en dehors du réseau de la FAS. Je mentionnerai quand même le département de Seine-Saint-Denis qui est aussi un des premiers acteurs engagés avec nous sur ces sujets, voilà, sur un gros terrain de recherche actuellement qu'on mène avec la FAS. Et donc autour de cette conviction partagée que le sujet de la transition écologique, c'est un sujet des acteurs et pour les acteurs de la solidarité. On ne saura pas conduire, et Laurent Subiane et Selma Mahfouz l'ont dit, on ne saura pas conduire une transition socio-écologique ambitieuse et à la hauteur des enjeux si on ne sait pas entendre la voix forte de la solidarité. Alors le problème, c'est qu'on peut être convaincu à un niveau assez général et théorique de ça, et puis on est rattrapé par un quotidien difficile, fait d'urgences toutes plus critiques les unes que les autres, et finalement on voit pas très bien comment ce sujet de la transition écologique il peut réalistement s'ajouter à tout ce qu'on fait déjà, acteur de la solidarité. Alors, l'objectif de ce webinaire, hein, dont on a parlé avec Nathalie, Pascal, c'est justement de se donner le temps de nourrir un peu ce qui n'est peut-être qu'une intuition à ce stade pour certains, ou une conviction déjà pour d'autres, qu'il y a là un sujet massif pour les acteurs de la solidarité, et qu'il ne faut surtout pas qu'on en soit dépossédé. On peut aborder pour s'en convaincre, on peut essayer d'aborder le sujet de différentes façons, et on l'a déjà fait avec les deux premières interventions. Mais la première chose, ça peut être par exemple de se demander qu'est-ce qui manquera si les acteurs de la solidarité n'en sont pas. Je crois que c'est important de rappeler, de dire et redire toujours, parce que ça ne va pas tout à fait dans le cadrage ordinaire de la problématique,
la transition écologique, c'est une affaire globale. Ces dimensions, elles sont sociales, elles sont économiques, elles sont technologiques. Mais on y pense moins, ces dimensions, elles sont aussi culturelles, elles sont aussi politiques, elles sont juridiques. C'est-à-dire que c'est un mouvement global dans lequel on est engagé et qui va se faire de manière plus ou moins erratique ou coordonnée, de manière plus ou moins ambitieuse ou précipitée, mais qui joue aussi sur nos représentations, ce à quoi on accorde de la valeur, et puis nos instruments et nos catégories juridiques, politiques, etc. Il faut penser à l'histoire assez récente finalement des notions de communauté affectée, de justice environnementale, de réfugiés climatiques. On peut aussi penser à la notion de droit de la nature ou de parlement des vivants. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de ces catégories qui bougent. On ne parle pas simplement d'un mouvement de fond qui s'exprime sur un plan social, économique et technologique. C'est l'ensemble de nos catégories qui bougent et on a bien exprimé à travers cet enjeu d'une transition radicale. Deuxième point, c'est que ce n'est pas une transition qui est devant nous, mais elle est en cours. Évidemment, ça se joue aujourd'hui, ça va se jouer dans les années qui viennent. Personne ne peut se dire, aucune organisation, aucune personne ne peut se dire que ça va passer à côté. Je crois qu'il faut se remémorer, on peut penser à l'antécédent de la révolution numérique, hein, et encore, on est dans un mouvement qui est beaucoup plus complexe, mais aucune organisation ne peut imaginer que ça va passer à côté. Et évidemment, il ne va pas se passer la même chose selon qui contribue. On a parlé de banlieue climat, on aurait pu parler du réseau ATD Quart Monde écologie et grande pauvreté. On pourrait parler de l'Union pour les réemplois solidaires, et évidemment de la face, c'est-à-dire qui en sera, qui contribue, quelle voix on va entendre. Il ne se passera pas la même chose selon qui monte dans le bateau. Donc la question, je crois, elle est moins est-ce que ça me concerne que plutôt se poser la question chacun depuis là où on est, ou en quels termes, de quelle façon ça me et ça nous concerne, nous, acteurs de la solidarité, aujourd'hui et demain. Et où est-ce que je peux agir? Alors quand on pose cette question, de manière située, là, aux acteurs engagés chacun sur le terrain, les premières réponses qu'on entend en général, c'est ah ben tiens, je vais mettre en place un tri des déchets. Ou bien je vais me préoccuper de ma politique achat. Par exemple, quelle alimentation durable quand j'accueille du public. Ou bien de l'isolation du bâtiment, de la réduction de la facture énergétique, d'une politique mobilité ou numérique responsable, etc. Autrement dit, tout un volet d'actions qui relève de la responsabilité sociétale des organisations, visant à réduire son empreinte carbone, celle de ses salariés et usagers, à la limite comme n'importe quel autre acteur, public ou privé. Évidemment, c'est important, mais il ne faudrait pas que ça fasse oublier la place plus spécifique qu'on peut venir occuper. Alors, dans l'IAE, qui a une histoire et une place tout à fait essentielle à défendre, hein, on entend d'autres types de réponses qui sont liées à l'impact environnemental positif des activités développées de longue date par le secteur. C'est tout le champ de l'économie circulaire, du marché de seconde main, collecte, tri, réparation, réemploi, recyclage. C'est tout le champ aussi des métiers verts, le maraîchage, les métiers du paysage, l'agriculture urbaine. Là, on a un autre type d'élément de réponse et évidemment, il est important de savoir le porter avec systématisme pour faire entendre une voix par rapport à ces enjeux de transition. Mais il y a encore un autre volet, une troisième façon d'endosser cette responsabilité de l'engagement et de l'action. Et je crois qu'elle est d'autant plus importante que c'est peut-être la plus oubliée ou occultée, la moins évidente, et qui consiste pour nous autres acteurs de la solidarité à se poser la question, mais finalement, qui et qu'est-ce qu'on n'entendra pas si je n'en suis pas? Quelle formulation des problèmes? Quelle perspective? Quel type de solution? De quoi sommes-nous les seuls à pouvoir témoigner? Du fait de nos activités, des types de publics qu'on accueille, des territoires, des milieux de vie dans lesquels on est ancré. Je crois que les interventions de Selma et Laurence l'ont montré. Il n'y a aucune raison de penser que la transition va être naturellement neutre quant à l'état des inégalités et qu'elle ne va pas les aggraver. Alors, on a parlé d'inégalités d'impact ou de contribution au dérèglement climatique. On a parlé d'inégalités d'exposition au risque et d'accès à un environnement de qualité. On a parlé d'inégalités face aux coûts et bénéfices des actions et politiques en faveur du climat. On a peu parlé, ou si, on l'a aussi évoqué, mais peut-être moins explicitement, de celles qui me semblent les plus problématiques, qui sont les inégalités d'accès à l'information, et à la formation d'ailleurs, et les inégalités de participation, d'accès aux espaces d'expression, d'arbitrage et de décision. C'est-à-dire qui définit les termes du problème, ce qui compte ou ce qui compte pas? Est-ce que tout le monde a les moyens de participer? C'est ce qu'on appelle en fait les injustices épistémiques. C'est-à-dire c'est des inégalités qui touchent au savoir légitime ou réputé comme légitime, au système de représentation, aux pratiques. Alors un petit exemple, on peut se demander pourquoi un certain nombre de gestes du quotidien ne sont pas considérés et valorisés comme écologiques dans la synthèse discursive dominante.
des gestes qui relèvent de l'évidence et du faire et du vécu, ou de la débrouillardise du quotidien, comme réemployer les vêtements, récupérer des invendus alimentaires, arroser avec l'eau du bain, chauffer une seule pièce, faire des torchons avec des draps usés, réparer, etc., etc., etc. Et je ne parle pas encore de manière de se représenter le vivant, nos liens à la terre, aux non-humains, etc. Toutes choses qui sont aussi extrêmement importantes pour se réapproprier ce sujet et renouer en fait avec une puissance et une légitimité à agir. Alors, on pourrait revenir sur le paradigme dominant de la responsabilisation, pour ne pas dire culpabilisation, c'est-à-dire l'appel aux éco-gestes, la figure de l'éco-citoyen. Euh, je vais aller vite, mais il y a un certain nombre de travaux, et dernièrement encore le rapport du CNLE, l'impact social de l'écologie, qui a montré la faiblesse de ce paradigme, qui tend à surévaluer le rôle des choix individuels en matière de logement, de déplacement, d'alimentation, etc., en sous-estimant les contraintes structurelles auxquelles ces choix, ces pratiques, les acteurs sont soumis. Euh, et l'autre point, c'est que ça tend à minorer, voire ignorer complètement l'hétérogénéité des modes de vie entre territoires, entre groupes sociaux, etc. Et pourtant, ce paradigme-là, la responsabilisation individuelle, il est partout. Et il tend même, et on le voit fortement sur le terrain, hein, à faire disparaître dans les perspectives ordinaires des personnes auprès desquelles on intervient, ça tend même à faire disparaître le plan intermédiaire de l'action collective, à l'échelle de son quartier, à l'échelle de sa communauté, etc. C'est-à-dire que c'est une rhétorique dominante qui, quelle que soit sa violence symbolique sur les personnes ou dans les lieux qu'on connaît, par exemple, quand on demandait à une personne dont c'est le seul luxe de ne pas utiliser 3 gobelets, mais un seul, de consommer moins d'eau, d'éteindre la lumière, etc. Est-ce que c'est vraiment le sujet de nos publics et des situations de vie qu'on partage ou qu'on accompagne? Je crois qu'il y a 2 façons pour les acteurs de la solidarité de répondre à cette gêne ou ce malaise qu'on peut ressentir sur le terrain. La première, c'est de considérer que on a d'autres priorités, qu'on n'a pas les moyens d'être un acteur de transition écologique et qu'on a d'autres urgences, et ça, on l'entend et ça, c'est recevable. La seconde, c'est peut-être de se dire que finalement, le problème, il est peut-être pas bien posé, qu'on a peut-être quelque chose d'autre à apporter et qu'il est peut-être important de faire entendre d'autres voix, d'autres ressources, d'autres savoirs, d'autres pratiques de transition qui sont pour le coup bien présents là où on est. Alors Pascal m'a demandé de faire un bref éclairage sur les recherches d'un économiste qui est absolument passionnant, qui s'appelle Juan Martinez Allier. Et vous allez voir que c'est une autre façon de s'armer sur ce sujet de la place des acteurs de la solidarité dans la transition, et rendre plus évidente cette place. Juan Martinez Allier, c'est un économiste catalan qui a consacré sa vie et ses travaux de recherche à tout ce qui est écologie politique et justice environnementale. Il a reçu le prix Holberg en 2023. C'est l'équivalent du prix Nobel dans le domaine des sciences humaines et sociales. Bruno Latour l'avait reçu 10 ans avant, en 2013. Et c'est l'auteur, Juan Martinez Allier, d'un ouvrage qui a fait date qui s'appelle L'écologisme des pauvres. C'est un bouquin qui date de 2011 et qui a été traduit en français en 2014. Et c'est très intéressant parce qu'il montre que le mouvement écologiste mondial, il est dominé par 2 courants principaux, ce qu'il appelle le culte de la nature sauvage, préservation des espaces naturels, d'abord né aux États-Unis, et de plus en plus, deuxième courant, ce qu'il appelle l'évangile de l'éco-efficacité, et ce qu'on pourrait rapprocher du paradigme de la croissance verte ou le technosolutionnisme. Ça, c'est des façons d'encadrer le problème qui sont très prévalents en Amérique du Nord et en Europe. Et alors, ce qui est intéressant dans le bouquin de Martinez Allier, c'est qu'il montre qu'en fait, un troisième courant est présent, de plus en plus conscient de lui-même et en fort développement au nord comme au sud, et il nomme ça l'écologisme des pauvres. Alors, d'autres appellent ça justice environnementale ou écologisme populaire, peu importe. Et ce qui lui permet d'affirmer ça, c'est un énorme travail empirique par lequel il relie un très grand nombre de conflits à travers le monde. Alors des conflits liés à l'exploitation minière et la dégradation des sols, à la défense des rivières contre des grands barrages, à la biopiraterie, au stockage de déchets dangereux, mais aussi dans le Nord, des luttes de travailleurs contre des risques industriels, la santé ou la sécurité au travail, des luttes urbaines pour la propreté de l'air, de l'eau, etc., ou le maintien de l'accès à des espaces verts, des luttes liées à la sécurité des consommateurs et des citoyens. Et cette mise en série, euh, alors à chaque fois, c'est des études de cas portées à chaque fois, c'est des phénomènes portés à chaque fois par ceux qui en souffrent le plus, les populations autochtones, des habitants de quartiers périphériques pollués, des travailleurs précaires. Et en les mettant en série, les en signifiant, il fait apparaître
ce qui est largement sous les radars, ce qui n'est pas thématisé comme tel, et ce qu'il nomme l'écologisme des pauvres. Ce qui est intéressant, c'est que les ressources mobilisées dans ce cas-là et ces conflits, ils se disent rarement dans les termes de l'écologie. C'est d'autres types de langages, c'est d'autres régimes qui sont mobilisés. Par exemple, le droit des peuples à l'autodétermination, la sécurité environnementale, simplement le droit à bien vivre, ou la valeur même sacrée d'un site, de la nature, d'un arbre, etc. La défense de ses moyens de subsistance, ça se dit pas toujours dans les termes de l'écologie, de la transition écologique, mais ça se dit dans des valeurs propres, et ça fait donc apparaître une pluralité de valeurs mobilisables dans ces engagements-là. Euh, c'est- Bon, tu me Maëlys, on te laisse conclure? Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et j'ai encore un mot, j'ai encore un Vas-y, mot sur. vas-y, vas-y. Non, mais ce qui me semble intéressant, c'est qu'il fait la démonstration qu'il existe de longue date une écologie populaire qui prend sa source dans ce type de conflit. Et au fond, quelque part, ça nous donne une histoire, ça nous donne des outils, ça nous donne un vocabulaire, peut-être un cadrage des problèmes différents, par rapport auxquels on se sentira peut-être plus à l'aise pour agir. Ça nous donne des marges de manœuvre, peut-être plus de pouvoir d'agir. Je cite Martinez Allier, parce que dans ces temps assez terribles, ça fait du bien d'avoir aussi un éclairage optimiste. Dans son ouvrage, il parle d'une explosion d'activisme qui rappelle les débuts du mouvement socialiste et de la Première Internationale il y a près d'un siècle et demi. Donc, c'est une manière, en mettant en série un certain nombre de conflits, d'actions, de mobilisation venant directement des milieux les plus populaires, les milieux les plus précarisés, c'est une manière de voilà, se redonner des capacités d'agir et une légitimité à en être. Après, voilà, avec Nathalie, on pourra vous raconter un peu comment ça s'esquisse concrètement au sein de la FAS et dans le cadre d'une chaire Transition écologique et travail social. Merci beaucoup, Maëlys. Et alors, merci à Tristan, qui est vraiment formidable. C'est-à-dire que là, il a mis la référence sur le chat de l'ouvrage dont tu parlais. Et merci beaucoup, Maëlys, d'avoir posé les choses de manière, je crois, assez claire pour notre discussion, en prolongement et en débouché des propos de Laurence et de Selma. C'est-à-dire, au fond, là où nous sommes, là où vous êtes, en tant que personne concernée, personne accompagnée, en tant que travailleuse sociale, travailleur social, en tant que direction, membre de direction d'association, bénévole. Euh, En quoi ça nous concerne? En quoi ça me concerne? Je reprends tes termes, Maëlys, que je trouve très, très précieux. En quoi la transformation écologique nous concerne, me concerne, et comment agir? Et y compris en prenant en compte ce que tu as évoqué très justement, hein, en disant, bah, parfois il y a une sorte de gêne, il y a une difficulté à, à prendre en charge ces questions-là, parce qu'on se dit que bah, c'est pas la priorité, qu'il y a mieux à faire. Voilà. Donc moi, je vous propose qu'on ouvre maintenant la discussion collective, que nous puissions vous entendre pour des questions, des observations, des commentaires. Je vous propose de faire des interventions courtes, parce que nous sommes nombreux. Et je lance un appel particulier, comme souvent, aux personnes accompagnées et concernées qui sont parmi nous, pour qu'elles prennent la parole. Et comme vous savez très bien le faire maintenant au sein de notre fédération, n'hésitez pas à le faire à nouveau. Et ben voilà, justement, Florence, on t'écoute si tu veux. Alors c'est comme tu veux. Soit tu viens à l'écran, soit c'est comme tu préfères. C'est Naïma qui nous arrange ce coup-là. Je te promeux immédiatement, Florence. Donc, tu as reçu un lien sur lequel il suffit que tu cliques pour apparaître avec nous. Et si d'autres personnes veulent intervenir, comme l'a dit Naïma, vous n'hésitez pas à lever la main ou à intervenir dans le chat, hein. J'ai vu quelqu'un d'autre. Normalement, Laurence devrait être avec nous. Derrière, nous aurons Radolso. Je lui permets également de nous rejoindre. Je vous rappelle que c'est filmé, hein, donc vous paraîtrez à l'image. Si vous souhaitez poser des questions sans être filmé, n'hésitez pas à le faire par écrit dans le chat et nous les relayerons. Alors, est-ce Florence, si qu'on tu voit veux Laurence? mettre ta caméra, si tu en as envie, ou en tout cas enlever ton micro pour qu'on puisse t'entendre, et si tu veux te présenter pour tout le monde. Alors voilà, moi je m'appelle Florence Maurice, je suis une personne concernée. Vous me connaissez certains parce que je fais de la participation depuis un peu plus de 3 ans et je suis très attachée à ce thème de la transition écologique. J'ai des racines, j'ai des racines agricoles. Mon grand-père était agriculteur
Et comme je le dis, mon père faisait, du temps de mon père, on faisait du compost alors qu'on n'appelait pas ça du compost, on faisait du bio, sans appeler ça du bio. Donc, il y a beaucoup de choses qui... je suis attachée à la protection de la planète, bien évidemment. Et moi, il y a beaucoup de questions que je me pose. Et d'une part, la première que j'ai notée, parce que j'ai pris des notes, c'est pourquoi pendant... on peut pas revenir dessus. Le temps passé est passé. Mais pourquoi pendant tant d'années, on, on l'a vu venir, ce réchauffement climatique. On en est conscient depuis, à mon avis, des dizaines d'années. C'est pas venu brutalement, comme ça, en 2 ans. Pourquoi on a mis un mouchoir dessus alors qu'il y avait des signes? Première question. Euh, pour moi, ce qui me semble une aberration, c'est ces COP qui sont organisées en Amérique du Sud, dans les pays africains. C'est tous ces vols en avion pour y assister, pour aboutir à quoi? Ils sont même pas capables de se mettre d'accord. On n'a pas l'impression de voir des progrès. Et autre part, quand on parle d'habitat, je vais vous donner un exemple, comment une structure qui est neuve depuis moins de 8 ans euh, peut être une bouilloire. Des bâtiments, 8 ans, c'est un bâtiment relativement neuf, on va pas me dire le contraire. Et bien, dans ce bâtiment où les premières personnes sont rentrées en février 2017, euh, on- il y a un rez-de-chaussée à l'étage. À l'étage, les logements montent à 40 degrés l'été. Vous avez des personnes qui dorment dehors parce qu'ils ne tiennent pas dans leur logement et peinent à avoir 19 degrés l'hiver parce que c'est des passoires thermiques et des bouilloires l'été. Comment on peut, alors qu'on a vu venir, à mon avis, il y avait des signes, même si nos politiciens ou les associations ne nous en parlaient pas, enfin, on n'en parlait pas autant que maintenant, comment on peut encore faire des bâtiments qui soient des passoires thermiques, des bouilloires? Voilà les trois questions que je voulais, enfin, les trois sujets que je voulais évoquer. Merci beaucoup, Florence. Laurence, est-ce que tu souhaites... Parce que bon, les COP, le moins qu'on puisse dire, c'est que C'est ça mon te idée. connaît. On me connaît en Et je tout cas. parle pas des organisations, les JO, dans les pays où il faut mettre, on va dire, des méga ventilateurs, des choses comme ça. Mais oui. Merci Alors, Ah beaucoup, bah, quand on Florence. se... ben, la question, elle est centrale, elle est, enfin, ça fait effectivement les premières études. Bon, les premières études, c'est 1890, hein, sur le changement climatique, donc c'est il y a vraiment longtemps, beaucoup plus d'un siècle. Les premières manifestations par les ONG ou les scientifiques pour mettre le sujet sur la table, c'est 1960 en gros. Euh, et puis, justement, à partir du moment où ça a commencé à se... On fait un peu les calculs, on regarde la quantité de carbone dans l'atmosphère, on sait la mesurer, et on commence à s'inquiéter parce que la température commence déjà évidemment à augmenter. Il y a une réaction très violente des gens qui veulent pas que ça bouge. Il faut se rendre compte qu'on vit sur, enfin, il faut se rendre compte, vous le savez, mais on vit sur cette économie du pétrole, du gaz, du charbon depuis plus de 2 siècles. Et il y a beaucoup d'intérêt autour de ces trois, enfin, les grandes fortunes du 19e et du 20e, elles se sont faites sur le charbon d'abord et sur le pétrole ensuite, hein, on connaît les grands cas de Rockefeller ou d'autres. Et évidemment, il y a des pays qui vivent de ça. On a une COP là qui vient de se finir, qui est dans un pays qui ne vit que du pétrole. Il y a même un derrick en plein milieu de la capitale pour montrer que vraiment, d'ailleurs, il a dit le président de ce pays, qui n'est pas un titre vraiment recommandable, mais il a dit le pétrole, c'est un don de Dieu. Bon, donc le, il y a eu, et je peux en témoigner, une énorme masse de désinformation, de bataille, de pression pour que le sujet ne sorte pas. Et puis quand il est sorti, parce que c'était plus possible, même en finançant des campagnes de désinformation, en attaquant des gens personnellement, enfin, notamment cette campagne-là, elle a démarré aux États-Unis,
Et c'est vrai que pour les gouvernements, ils ne comprenaient pas très bien de quoi il s'agissait, c'était trop compliqué. Et puis, il y avait toute cette campagne pour dire, mais quand même, le pétrole et le gaz, le charbon, c'est essentiel, on va ruiner l'économie. Et ça a été quelque chose qui est encore valide aujourd'hui. Parce que c'est la conviction, la représentation du monde telle qu'elle est, nourrie, construite, argumentée par les gens qui n'ont pas envie que ça change. Le problème, c'est qu'ils sont très puissants, ils ont beaucoup d'argent. Et par ailleurs, petit à petit, les solutions sont maintenant plus claires, mais elles n'étaient pas au début. Elles étaient comment on va faire, quoi. Est-ce qu'on sait faire autrement? Ben non. Ou en tout cas, c'est très cher, ou ça va être impossible. Bien sûr, dans 10 ans, les pompes à chaleur, ça vaudra moins cher qu'une chaudière à gaz, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais au moment où vraiment il y a une prise de conscience des enjeux, il y a une chape de plomb. Ça, c'est la première raison pour laquelle on n'en parle pas. Et on caractérise les gens, il ne faut pas que je sois trop long, on caractérise les gens qui s'en occupent de doux rêveurs, les écolos, l'argent, lampe à huile, en fait, ils ne sont pas raisonnables. Euh, ou bien les scientifiques catastrophistes, ils nous disent un truc, ça ne va jamais arriver. Voilà. Et puis on essaye en plus de les déstabiliser très directement. Alors, bon, voilà, ça c'est la raison profonde pour laquelle c'est dur. Après les COP, ben, quand même, quand je regarde où on en était en 1997, au moment où j'ai commencé à m'en occuper, ça fait une baille, quoi, euh, ben, c'était un sujet pour un tout petit nombre de gens. Et maintenant, c'est pas, et ça n'a pas l'air efficace, hein, mais c'est un problème que tout le monde partage. Quand Selma dit, de toute façon, c'est en train d'arriver, ou Maëlys, c'est en train d'arriver, oui, c'est en train d'arriver parce que eh ben, c'est inévitable. Et c'est inévitable parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour expliquer que c'était inévitable et qu'il fallait le faire. Parce que déjà, les dégâts sont très importants et ça va évidemment plutôt s'aggraver. Et cette COP dont moi je me suis occupée, mais j'ai continué, j'ai fait avant et après, ben, il y a des moments où quand même, moi je connaissais des chefs d'État qui n'y comprenaient rien, qui maintenant font les comptes quand même de ce que ça coûte, ont mis en place des politiques. Il y a des juges qui ont fait des jugements en faveur de justement des associations qui disaient mais c'est injuste, vous vous êtes engagé à ça et vous ne le faites pas. Et donc il y a tout un mouvement de la société, mais aussi même des entreprises et des maires et de plein de gens qui s'efforcent de l'entamer, cette transition. Donc, c'est pas formidable, mais mettre d'accord tellement de pays, c'est très, très difficile. Et quand même, ça bouge. Et il se passe des choses qui j'aurais pas imaginé, moi, en 2015. Le problème, c'est qu'on a fait tout ça trop tard. Très tard. Trop tard. Ça veut jamais rien dire. Très tard. Et que l'effort collectif pour changer les modes de vie, changer les technologies, apprendre à être plus sobre, ça vient très doucement, toujours en confrontant une résistance énorme. Et je m'arrête là, mais bon, sinon je continuerai 20 ans. Donc, mais enfin voilà, je dirais, on arrive très tard et on lutte contre des intérêts vraiment très puissants. C'est peut-être comme ça que je résumerai. Merci beaucoup, Laurence. Selma, et puis on prend une autre question, même si on en a Ouais, déjà sur le je chat. ne vais pas prolonger, mais je pense que je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Laurence à nouveau. Il y a plein de gens qui n'ont pas intérêt à ce que ça change parce que d'une certaine façon, ça tue leur business, hein. C'est vrai aussi de certains agriculteurs, hein. Il ne faut pas les éleveurs, si on leur dit qu'on ne doit plus manger de viande. Bon. Mais je crois que plus fondamentalement, quand même, et c'est là que c'est embêtant parce que si c'était que ce qu'a dit Laurence, ça serait compliqué déjà, mais je crois qu'il faut se dire, c'est des effets, le réchauffement climatique, ce qu'on fait aujourd'hui, ça a des effets qui se cumulent et on verra les effets demain. C'est-à-dire qu'au moment où il fallait agir, on savait, les gens, ils ne voyaient pas les effets. Et par ailleurs, ce qu'on fait soi, c'est toujours pareil, l'argument qu'on vous donne, mais la France c'est 1%, etc. Il faut que tout le monde s'y mette. Et alors un truc où il faut que tout le monde s'y mette, et en plus les effets, c'est demain, c'est pas très bon, et certains chercheurs vous disent que l'être humain est fait pour réagir à des risques immédiats et qui le touchent lui.
Et là, c'est un risque différé et qui nous touche, mais indirectement. Donc après, c'est le film que vous avez peut-être vu, donc Look Up, hein, ne regardez pas ce qui vient. Mais je crois qu'au-delà du fait qu'il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que ça change, il y a aussi plein de gens qui qui n'ont pas envie, enfin, voilà, je veux dire, qui n'ont pas envie de renoncer à l'avion, pour ceux qui le prennent, qui n'ont pas envie de changer des modes de vie. C'est pas complètement dans la nature humaine, je pense, de réinterroger des modes de vie, des habitudes, etc., qui on a toujours fait comme ça, et puis on ne sait pas très bien ce qui est bien, ce qui est pas bien. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de freins, de petits freins de tout le monde en fait. Et ça, c'est là qu'il y a vraiment beaucoup besoin de débattre ensemble, de s'informer, de trouver des solutions ensemble. Puis les gens savent pas comment faire. On entend effectivement beaucoup, mais voilà, il y a beaucoup de réticence de beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui serait bien à faire aussi. Donc beaucoup D'accord. d'incompréhension. Il y a beaucoup de doutes aussi, hein. Tout n'est pas blanc-noir. Donc je crois que c'est aussi difficile pour ça. Merci, Selma. Alors, Naïma, est-ce que tu as d'autres demandes d'intervention à l'écran? Hop, On t'entend pas là. oui, je Oui, remets mon micro. Absolument. On a Monsieur Fissek, je ne sais pas si je le oui. dis correctement. C'est Alors, on vous Radek. Ensuite, écoute. on aura Monsieur Durand et Monsieur Ada. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour cette opportunité de vous écouter. Je suis ravi d'entendre pour la première fois à la face de cette façon euh, traiter l'importance des sujets d'éco-responsabilité. Donc, moi, je représente un univers encore plus pauvre que la moyenne des participants de cet univers face, que Pascal connaît assez bien, c'est l'univers des demandeurs d'asile et des réfugiés. Et en fait, dans cet univers, on reçoit chaque année au moins une cinquantaine de milliers de réfugiés qui vont rester des pleins droits en France. Et un peu plus, de double de ça, de ceux qui vont rester avec un peu moins de droits, mais qui arrivent via notre système d'accueil national. Donc, je vous écoutais avec beaucoup de plaisir en comprenant comment on va construire, comment on est en train de construire ce système d'accueil. Mais avec ce questionnement, où agir? Donc, moi, je pense qu'on a déjà, nous, dans notre univers, des prises en charge très courtes, on sait où on doit agir. C'est tout de suite, dès l'accueil. Parce que les personnes qu'on accompagne auront ce message qu'on peut leur passer uniquement dans les premières phases d'accueil. Ma question, c'est plutôt par quoi commencer. On n'est pas capable de parler des modèles parce qu'il y a une multitude de modèles de vie et puis c'est assez propre à chaque personne. Mais par quoi Merci commencer pour ne beaucoup. pas oublier quelque chose? Donc, message d'accueil. Merci beaucoup à toi et Merci. heureux de te retrouver. Est-ce qu'on prend d'autres interventions, Naïma, de manière à proposer à nos trois intervenants Et Pascal, je de... veux juste répondre à Florence. Ah ben oui, tu as raison, dans la face, quand Florence pose une question, on y répond, ça c'est sûr, tu fais bien. Et Vas-y, Laurence. on n'a pas répondu à ma question de logement passoire. Ouais, Et c'est complètement illégal d'avoir bâti en 2017 une passoire thermique, au moins du point de vue du froid. Du point de vue du chaud, ça ne rentrait pas encore dans la tête des constructeurs. Mais il y a des normes, même en France, avec tous les défauts qu'on a, il y a des normes de construction. Et si c'était un logement neuf, c'est complètement illégal. Voilà. Donc, merci beaucoup, Laurence, d'avoir répondu à cette question. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Évidemment, on reviendra sur les questions dans le chat, hein, ça va de soi. Oui. Alors, c'est à Olivier Durand de prendre la parole et ensuite Julien Ada. On va prendre le relais. On vous écoute. Pour des interventions brèves, si ça vous va, comme ça, on peut tous s'exprimer. Merci beaucoup. Bonjour, merci. Je suis très content de participer moi aussi à cet événement. Et je vais mettre un peu les pieds dans le plat parce que je vais poser une question bête. Euh, Si je vous ai bien entendu, la transition écologique, ça doit être aussi une transition sociale, puisque vous faites appel à de la justice, vous dites qu'elle doit être juste. Alors, quand je vous entends, j'ai quand même l'impression d'entendre une succession d'euphémismes. J'ai 61 ans, ça fait plus de 40 ans que je me pose la même question.
comment on peut considérer dans une société qu'on dit civilisée que certains aient plusieurs logements et que d'autres n'en aient pas? Est-ce que c'est entendable? Est-ce que c'est acceptable? Comment peut-on penser révolution écologique quand on n'est même pas capable de partager quelque chose de simple? C'est peut-être une question d'un enfant de 5 ans qui parle en cours élémentaire. Je suis peut-être encore un doux rêveur, mais c'est une question très simple et pour l'instant, je n'ai jamais entendu de réponse acceptable. Merci beaucoup, Olivier. Merci d'avoir posé les choses comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants, Daïma? Et on va revenir sur ta question, Olivier, évidemment. Absolument, Julien Ada, qui est avec nous. Julien, on t'écoute. Tu te présentes, Merci. Julien? Oui, je suis directeur du réseau Cocagne. Ça regroupe des ateliers chantiers d'insertion en maraîchage bio partout en France. Bah, déjà, pour répondre à Olivier sur les sujets notamment d'aide alimentaire, je ne sais plus quel théologien de la Libération disait quand je leur donne à manger, on me traite de saint. Quand je demande pourquoi ils ont faim, on me traite de communiste. Donc oui, il faut politiser la question écologique. Bien sûr qu'il faut la politiser. C'est un problème de répartition des richesses et de système profondément inégalitaire. Donc la question est très bien posée. C'est un scandale politique. Et la question est de savoir comment en s'en sortir. Et ça, c'est compliqué. Je reviens brièvement sur quelque chose qui m'a marqué. Sur les fondamentaux en fait de cette affaire de crise sociale, crise politique et crise climatique. Je repense à une femme qui intervenait au moment de la désindustrialisation de la sidérurgie en Lorraine dans Radio Cœur d'Acier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, une radio associative de résistance. Et je me souviens de cette femme qui disait dans un documentaire que j'ai écouté, de toute façon, il y en a que pour les boat people et les bébés phoques. Bon, on était dans les années 70. Et cette phrase, elle résonne durement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a abandonné la question du travail, de la réindustrialisation, euh, au profit effectivement d'un enjeu écologique, mais qui ne parle pas aux gens, qui ne parle pas, ne redéfinit pas la question du travail et de la place des gens là où ils vivent pour travailler dans des conditions qui soient décentes à la fois pour elles-mêmes et pour la préservation de la nature. Donc, depuis les années 70, on n'a pas bougé. Les gens aujourd'hui diraient, il y en a que... Alors, c'est plus les boat people et les bébés phoques, hein, mais il y en a plus que pour les réfugiés et les éoliennes, quoi. Voilà. Ok. Voilà. Merci Donc, beaucoup, Julien. oui, oui, alors Merci je voulais beaucoup. juste, ouais, je sais que voilà, mais je voulais juste dire que Oui, on travaille sur le terrain parce que par rapport aux enjeux positifs, on maîtrise pas l'international, on maîtrise pas le national, on maîtrise pas les multinationales. Par contre, nous sur le terrain, on agit concrètement partout en France. Donc moi, je lance aussi un appel à toutes celles et tous ceux qui font de l'insertion par l'activité économique sur des supports historiques de l'écologie, celles et ceux qui sont dans le social et le médico-social, qui travaillent la question du qualité de vie, du cadre de vie, etc. Il est temps de se regrouper pour territorialement former eh bien, c'est bien des communautés d'action. Voilà. c'est bien l'objet de la discussion et de ce que nous lançons là, tous ensemble. D'ailleurs, ça a été évoqué par Maïdis, notamment sur le terrain de l'insertion par l'activité économique. Merci beaucoup, Julien. On y ajoute les questions qui apparaissent dans le chat. Il y a une question notamment sur l'adaptation au changement climatique. Est-ce qu'il y a des structures qui expérimentent cette adaptation au changement climatique? Il y a une question que peut-être, Maëlys, tu pourras traiter à la fin de la discussion sur bah, comment, ce que évoque aussi Julien d'ailleurs, hein, comment est-ce que les acteurs de la solidarité peuvent porter ce plaidoyer de justice à la fois sociale et écologique. Il y a la question de, en tant que structure d'accueil de personnes concernées, comment participer à la transition écologique, qui est vraiment la question que nous nous posons. Quel budget pouvons-nous mobiliser? Quelles instances? Alors, mesdames, sur quel point, Laurence, sur quel point est-ce que tu souhaites répondre aux différentes interventions? Peut-être un peu dans le désordre, Oui. sur l'injustice fondamentale du système dans lequel on est, qui n'a fait que s'aggraver. Des fois, on aimerait bien être un peu plus communiste, ça c'est sûr, même si on n'a pas trouvé totalement le moyen ou le modèle. Donc, j'ai pas de réponse, bien sûr. Mais en revanche,
je me dis que quand même, on est en train de parler de plus de fiscalité pour les très riches. Bon, voilà, en tout cas, peut-être à mon échelle, c'est ce que j'essaye de faire. Euh, mais bon, c'est le système économique qui produit ça, mais le scandale, c'est qu'il produit ça encore plus que d'habitude, de plus en plus. C'est incroyable ce qui s'est passé dans les 10 dernières années, l'augmentation de la pauvreté au sein des sociétés mêmes, quoi. Donc oui, c'est inacceptable et c'est grave qu'on le crie plus si fort, quoi, que c'est inacceptable. Donc voilà, bon. euh, Bah, après, faut se battre, quoi, comme toujours, de toute façon, puis je vais tout arracher. Après, je trouve que les pratiques, ce qui moi, me remonte le moral, c'est que, d'abord, comme l'a dit Florence tout à l'heure, il y a eu une tradition écologique populaire, de vrai, quoi. Enfin, les gens quand je discute avec les mamans des gens de banlieue climat, elles disent, ben oui, nous, on a l'habitude de l'économie circulaire. Enfin, Maëlys l'a très bien raconté. Donc, ce qui je trouve est formidable là, c'est qu'il y a plein de gens qui réessayent des choses. Et c'est le problème de faire exister les pratiques et justement en quoi les pratiques contestent le système dans lequel on est et que ça devienne des objets politiques sur lesquels on peut se battre du point de vue politique. Et c'est, je trouve, ce qui est vraiment intéressant. Je pense que, enfin en tout cas, parmi les choses intéressantes à faire, c'est que à partir des pratiques, on en fasse des objets politiques de contestation de la manière dont les lois sont faites, de la manière dont les revenus sont répartis, enfin toutes ces choses qui sont assez élémentaires pour le vivre ensemble. Mais on voit bien qu'il n'y a plus d'énergie de transformation dans le politique tel qu'il est. Et c'est pour ça qu'il faut que ça vienne d'ailleurs, l'énergie et les idées. Donc c'est ça que je crois aujourd'hui. Sinon, toutes vos questions, elles sont tellement... Et puis en plus, chacun doit faire là où il peut. Moi, comme agriculteur, enfin, j'ai un potager permaculture, mais je me mets pas en exemple. Par contre, je peux faire quelque chose au plan international. Donc voilà, je pense qu'on a des sujets, on a des pratiques, et il faut et après, il faut les connecter. Merci beaucoup, Laurence. Selma, est-ce qu'il y a dans ce qui a été évoqué un point ou deux sur lesquels tu veux revenir? Oui, j'avais envie de rebondir sur notamment, enfin, il y avait plusieurs questions, mais notamment sur sur la question, l'interpellation de comment est-ce qu'on accepte depuis des années qu'il y ait des gens qui n'ont pas de logement et d'autres qui en aient plusieurs, et parfois pas que deux. Euh, C'est un peu ce que j'ai essayé de dire maladroitement, je pense, c'est-à-dire que dans cette grande transformation qu'on va devoir faire si on veut essayer de limiter les dégâts, alors, on n'y est pas encore, mais à un moment donné, je pense que on va quand même prendre conscience, si on a un instinct de survie collectif, ce que j'espère, qu'il y a un certain nombre de pratiques qui peuvent pas continuer comme ça, quoi. Que voilà, les jeunes aujourd'hui prennent moins l'avion. Enfin, on voit bien que nos représentations de ce qui est bien, ce qui est pas bien, c'est en train de bouger parfois. Alors, dans certaines classes de la population, évidemment, qui peuvent se permettre de se poser ces questions. Mais du coup, l'occasion, enfin, pour moi, il faut vraiment qu'on fasse collectivement que ça soit une occasion de rebattre aussi les cartes de ces inégalités inacceptables. C'est-à-dire que, enfin, quand on regarde comment limiter les émissions liées au bâtiment, qui est un des gros postes d'émissions, hein, il y a évidemment les énergies de chauffage, mais aussi limiter les logements vacants, comme on dit, les logements inoccupés. Mais sur les résidences, enfin sur les résidences secondaires, sur tout ça, forcément, à un moment donné, ça va être une raison de les mettre en cause. Et donc, enfin, c'est un peu, moi, ce que je me dis, c'est que on est allé dans une espèce de montée des inégalités et montée des inégalités matérielles qui sont emblématiques dans les logements. Mais si on veut réduire, enfin si on change le mode de vie pour être plus soutenable, pour être plus durable, c'est aussi l'occasion de rectifier certaines choses potentiellement. C'est ça que... Merci, Voilà. Selma. Merci beaucoup. Alors, Maïlis, il y a beaucoup de questions que je te propose de reprendre en fin de discussion sur bah, finalement les espaces, les moyens, les outils d'intervention des acteurs de la solidarité. Je trouve qu'il y a un message extrêmement intéressant et assez fondamental de Laurence
sur des questions quand on est en situation de pauvreté, précarité, qu'on mange peu de viande, comment est-ce qu'on reçoit, comment est-ce qu'on peut recevoir la thématique, le propos sur il va falloir manger moins de viande. Pour moi, ce sont des questions tout à fait essentielles. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole, Naïma? Oui, on a Madame Asia Touba qui est avec nous. Assiatou, on t'écoute avec plaisir. Et voilà. Allez. On t'entend, Asiatou. Oui. Moi, je voudrais savoir, comme on parle comme nous vivons dans des centres d'hébergement, c'est pour savoir, parmi les défis, la réduction du gaspillage alimentaire, parce que nous, on rencontre beaucoup ce problème dans les centres d'hébergement. Sachant que près d'un tiers de la nourriture produite dans le monde est jetée. Et le gaspillage représente la plus grande source de pollution du secteur alimentaire. Comment on fait pour remédier à cela? Eh ben voilà une question très précise et très utile, comme toujours, Assiatou. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole, Naïma? Pour l'heure, personne d'autre n'a levé la main. Donc non, on peut passer Qui aux souhaite questions du revenir chat. sur cette question du gaspillage alimentaire? Et puis j'aimerais bien aussi vous entendre sur cette question de la sobriété, qui est un terme, on en parlait avec Marie-Hélène Grard, la présidente d'ATD Quart Monde, qui disait que parfois, sans surprise, ça peut être mal reçu parmi les personnes en pauvreté et précarité. Comment aborder cette question-là? Laurence? Ben, moi, je trouve que, enfin, ça se comprend pas. Enfin, je veux dire, ça se comprend en destination de groupes de gens qui, il y en a beaucoup quand même, hein, il y a pas, mais pour les gens qui sont en situation de précarité, qui peuvent pas chauffer le logement à 19, bon, je pense que enfin, il y a une communication qui peut pas être faite, quoi. C'est tout simplement ça. Et ça, c'est vrai d'ailleurs dans une société comme à l'échelle internationale. On va pas dire aux gens, vous pouvez pas émettre de carbone parce que bah, voilà, c'est fini, alors qu'ils ont pas d'énergie pour tirer de l'eau. Donc, c'est pas audible et il n'y a aucune raison que ce soit audible. Donc, la question, c'est pour ça que je pense que l'effort aujourd'hui, c'est vraiment de mettre l'accent sur le fait que, en plus, il se trouve euh, que, enfin, il y a une concentration des richesses et une concentration des abus. Ça fait beaucoup, quoi. Bon, une fois, bon, que les gens, une égalité, ils gagnent plus d'argent que d'autres, c'est une chose. C'est pas toujours justifié, évidemment. Mais que en plus, ça soit eux qui, bah, voilà, qui font des pistes de ski en Arabie Saoudite ou aux Émirats, ça va, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment où. Et donc, je trouve me semble-t-il, en tout cas, c'est mon sentiment, aujourd'hui, il y a une campagne à faire sur la manière dont les gens les plus riches abusent de la nature et des ressources et donc de l'environnement dont on vit nous-mêmes, tout le monde, et que c'est une discussion internationale, hein. Vous savez, les pays les plus pauvres n'ont pas arrêté de dire aux pays riches, mais c'est vous qui avez pollué, donc arrêtez maintenant. Arrêtez maintenant. C'est la même discussion dans la société. Je pense que d'ailleurs, et donc, personnellement, je pense que c'est ça la bataille, et certainement pas de dire aux gens de manger moins de viande. Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils puissent manger de la viande de meilleure qualité, parce qu'il faut gérer aussi la transition chez les agriculteurs. Ils sont désespérés, hein, les agriculteurs qui font de l'élevage intensif la plupart du temps. Ils s'en sortent pas, ils sont endettés, et ils n'arrivent pas à sortir du système dans lequel ils sont. Donc, c'est vrai que ça paraît un enjeu énorme de tout bouger, mais je trouve qu'on devrait quand même concentrer. Et la légitimité des associations de solidarité, c'est que euh, vous êtes là sur le terrain, vous voyez ces inégalités, vous voyez l'impossibilité des situations dans lesquelles on met les gens, et ceux qui en profitent, parce que c'est ça qui se passe quand même, du travail pas cher, de tout. euh, je crois qu'il faut mettre la responsabilité là où elle est. Alors, je sais qu'il faut peut-être prendre des formes pour pas créer juste trop d'antagonisme dans la société, parce que c'est pas souhaitable. Mais quand même,
Je pense que... Et là, on a fait comme si c'était la responsabilité de tout le monde de façon égale et c'est pas vrai. Donc il faut dire la vérité sur cette inégalité de la contribution à la destruction de l'environnement. Merci Laurence Selman. Oui, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Laurence à nouveau, mais le CNLE, par exemple, parle dans sa recommandation numéro 3 d'organiser un séquencement socialement différencié pour éviter les risques d'exclusion. Mais enfin, de plus en plus, il y a l'idée qu'on peut avoir des réglementations même qui sont pas les mêmes hein, selon la capacité à changer. Hein. Donc, on pourrait obliger, par exemple, les ménages les plus riches à sortir du gaz, hein. Si on parle très concrètement, et pas les autres. Hein. Voilà, parce que c'est possible. Alors, les aides publiques elles-mêmes sont liées aux revenus de plus en plus, mais aller encore plus loin dans cette direction-là. Donc, moi, ce que je voulais dire sur la sobriété, derrière sobriété, il y a l'idée de surconsommation. Alors, d'un point de vue économique, les économistes, ils ont beaucoup de mal du coup avec la sobriété parce que pourquoi est-ce qu'on surconsommerait alors que normalement on optimise tout? Mais du coup, je trouve que ce qui est bien dans la notion de sobriété, c'est que quelque part, elle dit il y a surconsommation. Il y a une consommation qui est excessive, qui n'est pas forcément utile. Hein. On a de plus en plus, c'est intéressant en économie, des modèles qui commencent à apparaître avec l'idée qu'on consomme plus que ce qui nous est vraiment utile. Hein. C'est la question du gaspillage alimentaire aussi qui a été posée. Et donc déjà, si la science économique commence à se dire que peut-être que la consommation, c'est pas juste la maximisation de l'utilité sous contrainte de revenus et qu'évidemment on consomme juste ce dont on a besoin, mais que non, en fait, on surconsomme, c'est un premier pas du côté de la science économique. Il y a tous les imaginaires hein, qui vont avec et on est le résultat d'une société de consommation, hein, comme on dit, qui a été forgée par toute la... que ça soit Hollywood ou toutes les publicités. Donc d'une certaine façon, je me dis aussi que c'est toujours pour essayer de positiver quand même. Comme je disais, aujourd'hui, être sobre, c'est bien, que ça soit choisi ou subi. Et c'est quand même important aussi de se dire que, voilà, que c'est un peu ce que disait Laurence, qu'il faut renvoyer la responsabilité à ceux qui pourraient être sobres et qui ne le font pas. Il y en a qui n'ont pas le choix. Et qui parfois ont froid et ça c'est pas bien, ou qui ont faim, mais d'une certaine façon c'est aussi une inversion des valeurs quoi, Merci derrière. beaucoup, Selma. Maëlys, alors pour conclure, avant que Nathalie ait le tout dernier mot, beaucoup d'interventions et notamment sur le chat qui, je trouve, renvoient à ce que tu nous avais dit en introduction, des questions de gaspillage alimentaire d'alimentation dans les centres d'hébergement, des questions d'adaptation au changement climatique dans nos structures, des questions de logement, la participation, l'intervention des personnes, l'état du plaidoyer des acteurs de la solidarité, les financements utilisables, les écosystèmes territoriaux. Tout ça renvoie vraiment à ce que tu nous avais évoqué comme modalité d'action des acteurs de la solidarité en termes d'empreinte écologique, d'action à mener, notamment dans l'IAE, de participation des personnes, d'usage écologique. Comment est-ce que tu ouvres des perspectives à partir de ce qui s'est dit aujourd'hui pour nourrir cet espace que la FAS met en place avec d'autres pour cette transformation écologique juste? Bon, les échanges l'ont bien fait apparaître, le sujet il est multifacette. Je crois que c'est important en tout cas de recréer cette évidence que on est légitime à en être et qu'on a une voix spécifique à porter sur ce sujet-là. Ça c'est évident. Enfin c'est évident entre nous ce soir, mais ça l'est pas forcément quand on est rattrapé par son quotidien. Et je crois que c'est vraiment important de le nourrir, de se dire que voilà, les acteurs de la solidarité ont une voix à faire porter parce qu'on est au premier rang pour diagnostiquer l'inégalité de ces risques, de la distribution de ces risques socio-environnementaux, mais parce que aussi on est au premier rang pour apprendre à requalifier, redéfinir autrement les problèmes dans des termes qui font sens pour les publics qu'on accompagne. Voilà.
et qui sont les premiers malmenés par ces enjeux de transition et de politique de transition également. Moi, je suis frappée, là, quelqu'un mentionnait son action auprès des demandeurs d'asile, des réfugiés, etc. Je suis frappée, dans le cadre du terrain qu'on fait en Seine-Saint-Denis, par la richesse qu'on a à savoir réapprendre et ouvrir un espace de dialogue commun sur finalement quelles sont vos représentations et votre manière de définir les problèmes de transition. C'est pas à nous d'en haut, depuis là où on est, de faire capter l'essentiel du sujet. On a à réapprendre ce qui fait problème et ce qui fait ressource de transition depuis ces milieux-là. Et c'est là que les acteurs de la solidarité ont un rôle essentiel à jouer. Alors moi, je pense que la première chose, c'est de recréer cette évidence, de recréer cet espace d'écoute et de participation beaucoup plus partagé. On parlait des enjeux démocratiques liés à la transition écologique. Dans aucun des conflits dont j'ai pu vous parler, documentés par Martinez Allier ou par les féministes de la subsistance, par exemple, dans aucun de ces conflits-là, on emploie les termes de transition écologique. C'est déjà hyper normé, ce vocabulaire-là. On va y parler de subsistance, de bien vivre, de droit à l'autodétermination, etc., etc. Donc, je crois que c'est très important de rouvrir cet espace pour se réapproprier ensemble, en mettant en série nos initiatives, cette explosion d'activisme dont parlait Martinez Allier, de se réapproprier cet espace et d'autres manières de caractériser le problème et de faire valoir des solutions. Et encore une fois, sur le terrain, elles sont extrêmement nombreuses. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut maintenant raconter une histoire ensemble et en commun pour démultiplier cette capacité d'action et cette capacité à peser, du coup, dans des arbitrages un peu lourds de politique publique. Alors comment concrètement? Avec la phase, donc, et Nathalie le dira mieux que moi, c'est en se redotant de capacités d'intervention, de recherche-action sur le terrain. Moi, j'ai eu la chance de cheminer un certain temps avec Bruno Latour, avec des méthodologies qui empruntent beaucoup à l'éducation populaire, en fait, aux manières de mobiliser, d'inclure et de réapprendre à formuler les problèmes de la façon dont ils se posent de manière très située pour les personnes en question. Donc à la fois se redoter de capacités de recherche-action et de se relier les uns aux autres, et puis aussi réfléchir à tout ce qui est croisement des savoirs et modalités de formation. Parce que bon, il y a aussi une chose inévitable et nécessaire, c'est que c'est un sujet complexe qui mérite qu'on porte attention à la question du développement des compétences. Comment on accompagne, par exemple, l'intervenant social sur le terrain pour qu'il puisse jouer son rôle d'informateur au premier rang sur ces sujets-là, ou de premier guichet d'orientation sur ces sujets, pour qu'il puisse jouer son rôle et soit à l'aise par rapport à ces sujets de transition. Il y a un vrai sujet d'accompagnement des compétences également, des uns et des autres. Et puis pour tout ça, il faut se constituer comme ce soir des espaces d'échange, de coopération entre personnes concernées, professionnels sur le terrain, chercheurs, et c'est ce qu'on essaye et ce qu'on va essayer d'animer de plus en plus côté face. Merci beaucoup, Maëlys, et on a beaucoup de chance que tu aies accepté de nous rejoindre pour animer cet espace. Madame la directrice générale de la FAS, la toute conclusion pour vous pour la suite des opérations suite à ce premier temps d'ouverture de cet espace de transformation écologique juste à la FAS. Merci Pascal et merci beaucoup aux trois intervenantes et surtout à la richesse de la participation sur les questions écrites, sur les questions orales, comme à chaque fois. C'est ça qui fait aussi la force de notre réseau et des partenaires qui sont aussi à nos côtés. C'est qu'on a cette qualité d'échange et de débat. Très clairement, je pense que quand on a posé cette orientation de notre projet fédéral, un peu comme tout le monde, on tâtonne sur ces questions-là, c'est-à-dire qu'on sait clairement qu'on doit en être, mais que la question est de savoir comment en être. Et que on a effectivement bien vu qu'il y a tout un pan qu'on a pris assez facilement depuis 2 ans, qui est celui de notre responsabilité. On a vu toutes les actions qui sont autour de ce que nous, on peut déjà faire. Assiatou l'a dit, comment on travaille la question de l'alimentation, du gaspillage, de nos bâtis, de tout un tas de choses qui sont absolument indispensables, mais dont on voit dans la discussion qu'on a ce soir, indispensables, mais absolument pas suffisantes. Et que effectivement, là où on est convoqué au regard de notre responsabilité, de l'ensemble des parties prenantes qui sont dans le réseau, c'est bien participer au fait de définir les termes du problème et donc aussi les capacités de solution. Et je crois qu'on a bien vu dans tout le débat là, c'est que on est sur des enjeux très complexes qui nécessitent des formes de plaidoyer consolidées. Et Laurence et Selma, vous me l'avez dit, vous, il y a des choses que vous portez à l'international, que vous pouvez continuer à porter à l'international, au national. Mais il y a aussi des dimensions, et ça, c'est ce qui fait aussi
notre responsabilité, des dimensions très claires de territoire, de lieu de vie, de choses qu'on peut attraper, on va dire, dans notre quotidien. Et c'est bien dans ces deux doubles dimensions qu'on doit intervenir. Et c'est ça qu'on ouvre avec aussi le recrutement que le bureau a validé dans l'ensemble du réseau, avec le recrutement de la compétence de Maëlys, aussi des leviers qu'on a mobilisés sur nos fonds propres pour enclencher des débuts de travaux, de méthodes dans lesquelles on va pouvoir ouvrir sur les terrains ces objets en fait de communautés de réflexion, de méthodes de réflexion. Et je pense qu'on l'a dit, c'est-à-dire que un des enjeux qu'on a, c'est en même temps de créer ces espaces avec des méthodes qui sont de l'ordre de l'éducation populaire ou d'autres, mais c'est en même temps aussi d'être attentif à toutes les choses qu'on met déjà au travail. Et c'est pour ça que pour nous, c'est très lié aussi à l'enjeu de l'évolution du travail social et de la participation. C'est totalement lié parce que parfois, il y a des vocables ou il y a des choses qu'on fait qu'on ne met pas sous la dénomination transition écologique, mais comme vous nous l'avez très bien expliqué, qui font partie de ce qu'on doit, de ce sur quoi on est pleinement mobilisé autour de l'enjeu de la justice sociale et de la transition écologique. En tout cas, la séquence qu'on a vécue en début d'année 2024, avec la fragilité démocratique dans laquelle on est, ce qu'on a vécu avec la dissolution, si on en avait besoin, nous a rappelé à quel point le rôle de la société civile est non seulement pleinement dans la recherche de solutions, dans ce qu'il peut faire au quotidien en termes d'accompagnement, mais il est intrinsèquement lié à cette question politique de l'enjeu, encore une fois, de la société qu'on veut, de l'enjeu des inégalités et de faire que l'ensemble des personnes puissent participer à la recherche de solutions. Donc, comme on l'a dit, hein, on veut qu'en fait, ces pratiques, ces propositions, ces actions, elles deviennent finalement ensuite des objets politiques d'action, mais aussi de contestation, pour reprendre les mots de Laurence. Et nous, notre action, elle se situe vraiment sur ces deux niveaux assez schématiques. C'est aller très concrètement sur le terrain. Donc, pour vous le dire, on est en train de poser des méthodologies, on travaille avec des phases régionales, il y a la phase Pays de la Loire, il y a la phase Centre-Val de Loire, il y en a plein d'autres, avec lesquels on ouvre des espaces de travail avec nos adhérents. On veut que ces espaces-là s'ouvrent le plus possible. On va aller voir des fondations. On est déjà allé voir aussi des pouvoirs publics pour essayer d'obtenir des financements pour que, encore une fois, ces méthodes et ces capacités d'action puissent se mettre en place sur le réseau, dans l'ensemble du réseau, et qu'elles nous permettent ensuite de rejoindre la question d'un plaidoyer de la face, mais pas d'un plaidoyer de la face, d'un plaidoyer qui sera forcément aussi en lien avec d'autres acteurs. C'était une des questions du chat. Bien évidemment que le social doit aussi ouvrir à la question écologique, comme la question spécifique de l'écologique ou du vivant ou de la préservation du vivant doit aussi s'ouvrir sur la question des solidarités et qu'on doit, encore une fois, sortir de nos cloisonnements. Donc, c'est pour ça qu'il était important pour nous d'avoir ce webinaire, parce que pour poser un peu les termes de comment on veut s'emparer de ça. Bien évidemment qu'aujourd'hui, on n'a pas une recette toute faite à vous dire voilà comment on va procéder, etc., etc. Ce qu'on sait, c'est que cette ambition, elle est là. Et cette nécessité de le faire, avec encore une fois un apport méthodologique rigoureux, va s'amorcer sur les prochaines semaines et les prochains mois. Voilà, Monsieur le Président, de mon côté. Merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup à toutes et à tous. C'est donc parti. L'espace de la transformation écologique à partir des acteurs et actrices de la solidarité est parti, c'est lancé. euh, un espace et la fédération va mettre à votre disposition, travailler avec vous, des outils pour avancer sur ce qui nous concerne, vous concerne et comment agir. Merci beaucoup à Maïlis. Et puis nous avions vraiment des marraines formidables pour lancer tout cela. Selma, Laurence, merci beaucoup et merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps. Et on poursuit. À bientôt et merci Naïma pour l'organisation. Merci à vous. À Merci. bientôt. bonne Bonne soirée. soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.